Bonjour à tous, je suis le lieutenant-colonel David Schuster, je travaille à l'état-major de l'armée de terre au bureau plan et je vais vous présenter aujourd'hui donc la conférence suivante. Je suis en charge là-bas de tout ce qui est robotique dans les aspects prospectifs et dans leur développement capacitaire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment l'armée de terre et notamment l'état-major de l'armée de terre veut construire et intégrer une capacité robotique. Alors ce projet, en fait, cette volonté d'intégration et cette volonté capacitaire, elle se traduit dans le projet Vulcain qu'a lancé l'armée de terre il y a un an de ça et que vous allez voir en trame de fond. Nickel. Donc vous allez voir ce projet en trame de fond par rapport à tout l'exposé qui est réalisé. Alors, tout d'abord, ces conférences, bon, je sais que l'écran est un peu petit, donc je le commenterai en détail. Il y a un cycle de 4 conférences autour de la robotique. C'est un thème qui est assez mis en avant en ce moment. Vous assistez à la première des conférences, qui est la conférence qui est réalisée vraiment par le bureau plan, avec l'approche vraiment prospective de ce domaine. Dans la suite de l'après-midi, assez rapidement, on basculera sur le village simulation. On abordera un autre aspect qui est celui de comment on simule un besoin, enfin, des objets qui n'existent pas pour travailler le besoin robotique. Et puis jeudi, 2 conférences en anglais. La première autour de la robotique à travers Gaia. Gaia qui est un cluster d'innovation. Et puis en fin de journée, jeudi, une conférence avec le J4. Donc là, un triptyque entre industriel, DGA et état-major de l'armée de terre pour voir un peu la synergie qui existe entre ces 3 entités pour l'auteur de la robotique. Donc ce qu'il faut voir là déjà, c'est qu'en ce moment, la robotique cristallise beaucoup d'attention, tant sur les capacités qu'elles peuvent offrir à différents domaines, mais avec une question, enfin, capacité d'un côté, nouvelles perspectives, notamment tactiques de l'autre, mais avec beaucoup de questions, et notamment une qui va venir assez rapidement, qui sera l'objet de la première partie, c'est qu'au commencement sera le besoin opérationnel. Et là, on a une vraie question qui se pose, c'est qu'on parle beaucoup de robotique, les industriels s'intéressent beaucoup à la robotique, les militaires voient beaucoup de possibilités dans la robotique, mais la vraie question, c'est de quoi avons-nous besoin? Et là, aujourd'hui, moi je vous le dis, nous n'avons pas encore clairement exprimé notre besoin robotique, et c'est bien là un des enjeux du projet Vulcain sur les semaines à venir et les mois à venir, c'est bien d'exprimer le besoin robotique. Deuxième partie, on verra un peu le fantasme, le souhaitable, l'accessible. Vous le savez, vous le devinez, il y a beaucoup de fantasmes autour de la robotique. Et il s'agit de s'affranchir de ce genre de choses pour avancer dans ce domaine. Et en troisième partie, je vous montrerai la feuille de route du projet Vulcain, la feuille de route robotique. Alors, c'est très conceptuel, hein, vous n'avez pas encore cette feuille de route, elle vise d'abord à exprimer le besoin, mais vous verrez un peu la manière dont nous, opérationnels, on travaille la robotique et on veut, alors nous on a une expression, c'est sortir du bois, c'est-à-dire, ça veut dire quoi sortir du bois? C'est de se dévoiler. Parce qu'aujourd'hui, on a des industries. Alors, nous, on demande aux industriels, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Et les industriels nous disent, mais de quoi avez-vous besoin? Et ce cercle vicieux, il peut durer longtemps. Donc nous, on veut sortir du bois, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on veut dire, eh bien, l'armée de terre, elle a besoin de ce genre d'équipement pour qu'on commence à travailler la robotisation dans ce sens-là. Donc, au commencement sera le besoin opérationnel, comme à chaque fois, mais ça sera particulièrement le cas pour la robotique. Donc on va voir plusieurs aspects. D'abord, je vais revenir sur le cadre éthique de la robotique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fantasme, mais il y a un aspect éthique évidemment très fort dans la robotique. Et ensuite, quelles sont les ruptures envisageables pour avancer sur le besoin. Alors d'abord, éthiquement, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que la France ne développera pas de SALA. Les SALA, ce sont les systèmes d'armes létaux autonomes. La France n'en développera pas. Donc ça a été officialisé, 1, par la ministre, 2, ça a été officialisé dans le rapport que vous voyez à l'écran, qui est celui du comité d'éthique de la défense, qui a fait tout un rapport dessus, un avis sur l'intégration et de l'autonomie dans ce genre de système, et notamment dans les systèmes d'armes létaux. Donc vous voyez les SALA, on n'ira pas dans cette voie-là. Maintenant, on a une porte ouverte. C'est le SALIA.
Alors, vous me direz, la différence, quelle est-elle? Le Salien, c'est un système d'armes létal qui intègre de l'autonomie. C'est-à-dire que, pour faire simple, les fonctions critiques seront toujours sous supervision humaine. On va intégrer de l'autonomie peut-être dans de l'acquisition de cibles, dans pas mal de choses, mais le déclenchement du feu sera, je prends le cas du feu qui est vraiment la fonction critique, emblématique, restera du domaine du commandement. Ça veut dire que le commandement conserve l'appréciation de situation. On ne laisse pas le système faire sa propre appréciation de situation. Le commandement, il est responsable de l'emploi des robots. Il ne pourra jamais dire ce robot, il n'a pas fait, ou c'est pas ce que je lui ai dit. On doit s'assurer. Alors ça sera un travail avec l'industriel, mais le commandement sera toujours responsable de l'emploi du robot. Et donc ensuite, le commandement supervisera à chaque fois les fonctions critiques. Voilà un peu l'approche, cette porte ouverte qui nous permet aujourd'hui de réfléchir sur l'intégration de l'autonomie. Alors ensuite, vous voyez déjà la question qui va se poser, j'y reviendrai tout à l'heure, mais jusqu'où, dans quel domaine, quelle est cette limite que je me fixe, et quels sont il va y avoir forcément des corollaires sur la technique de ce genre d'objets et d'équipements du futur. Alors, je vais partir vraiment du concept. Vous savez, au bureau plan de l'état-major, on est accusé souvent de sculpter la fumée. C'est vrai, sans doute, mais en fait, tout part d'un concept. Si on n'a pas de concept, on a des approches qui sont pas cohérentes. Donc le concept, il vient d'un document que vous connaissez peut-être, il est décliné d'un document que vous connaissez peut-être, qui est Action terrestre future. Dans ce document, on rappelle les choses fondamentales, les principes de la guerre. Et les principes de la guerre, c'est ce que vous avez en haut de la pyramide, là. Liberté d'action, économie des moyens, concentration des efforts. Ça, c'est des principes qui sont intemporels dans toute action militaire. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça veut dire pour la robotique, ce genre de principes de la guerre? Comment ils vont se traduire? Ils ne sont pas remis en cause, mais comment ils vont se traduire? Et puis ensuite, vous avez les rôles qui sont apparus dans Action terrestre future. Ce sont ce qu'on appelle les facteurs de supériorité opérationnelle. Vous voyez dans la pyramide, ils apparaissent un peu, c'est la partie, un peu grisée. C'est une sorte de déclinaison et c'est un prisme à travers lequel on lit l'ensemble de nos capacités, de nos actions, de la méthode, de la volonté de conduire une mission militaire. Donc vous en avez 8 qui sont dans les boules que vous voyez à l'écran. Et quand on a travaillé conceptuellement la robotique, on a vu dans quel facteur de supériorité opérationnelle la robotique allait particulièrement s'illustrer. Alors les deux qui sont en vert, c'est la masse et l'endurance. Ce sont des choses qui sont particulièrement importantes. On le voit aujourd'hui dans l'actualité. La masse, c'est la masse d'une armée adverse, c'est quelque chose qui écrase, c'est quelque chose qui occupe le terrain et c'est quelque chose qui est difficile à détruire. Donc l'armée de terre française, elle travaille beaucoup l'agilité, des choses comme ça, mais petit à petit, elle a perdu de la masse. Est-ce que la robotique n'est pas un moyen de retrouver de la masse? Voir ce qu'on met derrière la masse. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de répondre à qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Le deuxième point, c'est l'endurance. Je vais prendre un exemple tout simple. Mais aujourd'hui, les soldats, quand ils se mettent quand ils s'arrêtent, quand ils basculent en position statique, ils jettent un dispositif de sûreté et on surveille. Et ben, un soldat qui surveille, qui regarde dans des jumelles pendant 1 heure, c'est fatigant, c'est monotone. C'est en fait l'attention, elle décroît très rapidement pour un humain dans ce genre de situation. Est-ce que l'endurance robotique ne va pas permettre de pallier à ce genre de situation? Un aspect c'est la boule qui est violette, celle qui est entourée en violet. Alors ça n'avait pas été vu dans l'Action terrestre, ou pas décliné comme ça, c'est la coopération. Action terrestre future parle beaucoup de coopération avec d'autres nations au sein des coalitions. Et en fait, la robotique va poser la question d'une autre coopération, c'est la synergie homme-machine. Qu'est-ce que c'est la synergie homme-machine? La meilleure coopération entre l'homme, et quand je dis l'homme, c'est le soldat, qui est plongé au milieu du champ de bataille avec toutes les contraintes cognitives que ça implique et l'utilisation d'un robot à côté. C'est très différent vous en doutez, hein, mais il faut battre certains clichés en brèche. C'est très différent du scientifique qui maîtrise parfaitement un robot très précis et qui n'est dévolu qu'à cette tâche. Voilà. Alors on pourrait imaginer qu'il y a des soldats, aujourd'hui on peut imaginer ça, qu'il y a des soldats qui ne fassent que de la robotique ou pas.
Voilà. Ou alors on est avec des soldats traditionnels qui utilisent des engins robotiques, mais qui sont suffisamment, où la synergie est suffisamment bonne pour s'intégrer dans un groupe de combat actuel ou un groupe de combat légèrement modifié. Et le dernier point, qui est celui qui est en orange, c'est la compréhension. Alors la compréhension sur le champ de bataille, elle est vitale. Néanmoins, avec l'arrivée de nombreux objets comme la robotique, alors dans la robotique, vous verrez ce que je mets après, mais les drones en font partie, des drones qui pourront intégrer de l'autonomie. Eh bien, avec tous ces objets, on va voir de plus en plus de choses, mais est-ce qu'on sera capable de comprendre, et notamment de comprendre l'intention ennemie? Quand aujourd'hui, vous avez 100 choses qui se déplacent sur le champ de bataille, mais demain, vous en aurez 10 000 qui se déplacent sur le champ de bataille. Dans ce nuage, avec notamment des zones d'imbrication, comment on va réussir à comprendre la manœuvre ennemie et à comprendre ce qui se passe? Donc, on voit plus, mais on comprend moins. Donc ça, c'est un autre défi que l'on voit dans la robotique. Alors, après tous ces travaux, vous avez les 4 notions qui sont à gauche, qui existaient déjà, parce qu'il y avait un premier concept des systèmes automatisés, où on disait, bon, le robot, il va permettre de préserver, de se substituer, compléter et démultiplier. Ça, on disait, si on réfléchit le robot en tant que capacité militaire, voilà ce qu'on va trouver. Le projet Vulcain, on prolonge l'analyse. On a trouvé on continue, on décline, on trouve 2 axes vraiment pas de développement capacitaire, mais qui peuvent faire bouger les lignes sur le champ de bataille. C'est que la robotique, elle va dans tous les domaines nous permettre d'augmenter la profondeur tactique des effets. Ce qu'on réalise, n'importe quel effet, je parle des effets cinétiques, des effets électromagnétiques, des effets d'influence. Tout ce qu'on réalise aujourd'hui dans un certain domaine, à un certain endroit, demain, je vais pouvoir le réaliser beaucoup plus loin, de manière peut-être autonome, isolée, dans plein d'endroits différents, de manière simultanée, mais je vais gagner cette profondeur tactique des effets. Et la deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure de 100 objets qui bougeaient sur le champ de bataille, demain peut-être 10 000, c'est que tous ces objets vont générer des phénomènes de saturation. Saturation dans le combat, saturation dans les champs électromagnétiques, saturation informationnelle, saturation cognitive. On peut décliner cette saturation dans tous les domaines. Il y a un point qui est particulièrement important, c'est la moulinette que vous avez entre les deux. C'est que tout ça, il faut bien le réfléchir au travers d'une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, et à travers d'une analyse de la valeur. Combien ça va me coûter? Parce qu'il est évident que de faire un robot hyper développé pour faire par exemple de la désignation d'objectifs, mais qui serait inabordable au niveau financier, eh ben on continuera peut-être, sans doute, à utiliser des équipes d'observation en profondeur pour nous désigner les objectifs. Donc en fait, ça c'est une sorte de garde-fou. Attention à ne pas basculer dans le fantasme de la robotique, à aller trop loin là-dedans, parce que sinon, on va réfléchir sur des objets qui seront inatteignables au niveau financier et qui répondront certes à un besoin opérationnel, mais avec une analyse de la valeur qui est complètement ubuesque. Donc voilà où on se trouve. On cherche en fait les effets. On est au carrefour. Alors pour ceux qui aiment la mythologie grecque, vous avez la déesse Hécate qui est la déesse des carrefours au niveau de l'embranchement. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que je veux des unités entièrement robotisées, qui travaillent toutes seules, ou est-ce que je veux des unités mixtes, où j'imbrique des robots dans les troupes actuelles? Est-ce que je veux concevoir le robot comme un outil, c'est-à-dire que le prolongement de ma personne, du combattant, ou est-ce que le robot a une place à part entière dans la tactique, dans une robotique au niveau tactique, opérative ou stratégique? Donc ça aussi, pourquoi on a besoin de se poser ces questions maintenant? Parce qu'en fait, tout ça, ça va conditionner l'architecture de ce qu'on va demander à la DGA. On a besoin de savoir ça. Par exemple, si on parle de tactique robotique, eh bien, il y a toutes les notions de command and control. Ces unités appartiennent à l'unité A au début. Les robots travaillent avec l'unité A au début. Et puis peut-être que dans une phase de la manœuvre, les robots vont travailler avec l'unité B. Tout ça, ça s'anticipe et c'est pas évident au niveau militaire. Le changement de subordination comme ça, nous aujourd'hui, avec des unités habitées humaines, ça fait l'objet d'ordres très précis pour savoir qui fait quoi, à quel moment. Tout ça, c'est formalisé dans des ordres. Et demain, comment est-ce que des unités robotiques ou des objets semi-autonomes comme ça peuvent intégrer ce genre de démarche? Donc ça se réfléchit très en amont.
lancé, pour répondre un petit peu à tout ça, et puis en fait ce que vous avez vu, c'est déjà les résultats des primo-réflexions là-dessus. On a lancé le projet Vulcain au sein de l'armée de terre. Donc ça a été appuyé, enfin ça a été, comment dire, appuyé fortement par le CEMA actuel. À l'époque, il était donc CEMAT, le général Burkhardt, qui en a fait son projet stratégique numéro 13. Et donc, le projet Vulcain, c'est une démarche. Ça n'est pas un programme d'armement. Vous verrez tout à l'heure, je vous le présenterai. Ça n'est pas Scorpion, ça n'est pas l'approche Titan. C'est une démarche qui doit permettre à l'armée de terre de se doter d'une capacité de robotique tactique. Alors, horizon 2040, c'est loin. Mais en fait, cette démarche, elle n'est pas du tout, c'est pas un rendez-vous en 2040 et on verra le type de robot qu'on a. Non, la démarche, c'est l'objectif, c'est qu'en 2040, on ait cette robotique tactique et avec ce projet, on veut construire pas à pas les différents paliers pour la rejoindre. Et vous voyez, le premier palier, je reviens à ce que je vous ai dit et je vais le dire assez souvent, sur cette notion d'analyse de la valeur. Le premier palier, c'est qu'est-ce qui marche, pas cher, intégrable et à qui on fait totalement confiance. Notion sur laquelle je reviendrai aussi. Donc l'idée, c'est que cette robotique, elle se raisonne de manière transverse. Aujourd'hui, la robotique n'est pas, on ne va pas créer une fonction opérationnelle robotique. Enfin, nous, on ne l'envisage pas comme ça. La France ne l'envisage pas comme ça. On prend nos fonctions opérationnelles, artillerie, combat débarqué, combat embarqué, maintenance, logistique, et on dit comment est-ce qu'on raisonne la robotique là-dedans. Je vais prendre un exemple tout simple. Un drone de surveillance. Alors aujourd'hui, on utilise des drones dans l'armée de terre, on les téléopère. On va dire que c'est le niveau 0 de l'autonomie. C'est un système automatisé si on veut. On va dire que les cerveaux moteurs sont automatisés, sont téléopérés. Opérationnellement parlant, c'est très bon. C'est-à-dire qu'avec un drone aujourd'hui, sans drone, je prends mes jumelles, je regarde à 300, 400, 500 mètres. Avec le drone, je vais regarder à 2 km ce qui se passe, 3 km. Demain, j'adjoins de l'autonomie là-dedans. Le drone est capable, avec un peu de DRI, d'identifier des sources, des humains, des véhicules, de faire un scan complet de la région à 3, 4, 5 km de profondeur. Et bien cette fonction-là, ce système-là imaginé, un, il est accessible technologiquement. Deux, au niveau de l'analyse de la valeur, on devrait s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de briques techno complètement science-fiction là-dedans. Et trois, surtout, ça intéresse tout le monde. Parce que l'unité de génie qui se met en statique, l'unité d'artillerie qui se met en statique, à chaque fois qu'on s'arrête, les convois logistiques quand ils s'arrêtent, eh bien tout ça, on pourrait très bien imaginer que ce genre de drone, on en balance 2, 3, 4, et ça nous assure une sécurité, une sûreté rapprochée, une surveillance dans un périmètre qui aujourd'hui est complètement inaccessible. Encore une fois, vous voyez que là, j'illustre à travers la mission de surveillance cette notion d'augmentation de la profondeur tactique au profit de l'unité. Alors, depuis le début, je vous parle de robotique. Qu'est-ce qu'on met dans la robotique? On met à la fois les drones, on va dire les plateformes aériennes, et puis les robots terrestres. On les regroupe sous le vocable système automatisé. C'est-à-dire que moi, quand je réfléchis à un effet, je veux surveiller. Je ne présuppose pas de la plateforme qui va le faire. Je ne sais pas si c'est un drone terrestre ou si c'est un robot terrestre ou si c'est un drone qui va surveiller. Alors ensuite, rapidement, la logique fait que le drone, s'affranchissant du milieu, c'est lui qui va être le plus... on va le pressentir pour faire ce genre de mission. Si aujourd'hui, je veux avoir un robot armé, je reviens sur ce que je disais au début, un Salia peut être armé, à condition que le commandement supervise la fonction feu. Si je veux avoir un robot armé avec un canon un petit peu conséquent, le drone, bon, on va réfléchir dessus, mais le drone, ça va être peut-être un peu limite. Ou alors on va arriver sur des objets peut-être plus complexes et sans doute qu'en analyse de la valeur, ça ne va pas le faire. Par contre, une plateforme terrestre qui accompagne le groupe de combat, ça nous intéresse. Voilà. Et cette robotique dans Vulcain, c'est bien la robotique transverse, c'est l'image qui est à la droite de l'écran. Ce qu'on met dans la robotique transverse, c'est la robotique qui intéresse toutes les fonctions opérationnelles. Quand on est dans de la robotique très spécialisée, je prends par exemple le drone de renseignement qui va aller à 1000 km faire des photos très précises avec des opérateurs très spécialisés, ça sort un petit peu du périmètre Vulcain. On va en assurer la cohérence avec le projet Vulcain, mais ça va rester des objets beaucoup plus spécialisés. MGCS, qui est le futur char de combat, les réflexions, enfin, le projet du futur char de combat de l'armée de terre, intègre une composante robotique qui lui est propre. Il y aura de la cohérence avec ce qu'on va développer dans Vulcain, mais ça sera vraiment réfléchi au sein du programme MGCS. Voilà un peu le périmètre de ce qu'on met dedans. Alors Vulcain. Vulcain,
Eh bien, vous voyez, c'est cette démarche qui est entre Scorpion et Titan. Scorpion, c'est en haut, c'est jaune. Titan, c'est en bas, c'est vert. Les deux sont des... Alors, Titan est une démarche aussi aujourd'hui, mais qui a vocation à devenir un programme d'armement, ou plusieurs programmes d'armement. Scorpion, c'est déjà un programme d'armement. C'est même une opération d'ensemble de plusieurs programmes d'armement. Vulcain, c'est la démarche qui est entre les deux. Et vous voyez des petites rainures qui partent et qui innervent les programmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vulcain, son existence programmatique, c'est Scorpion. Aujourd'hui, Vulcain s'appuie sur Scorpion par rapport aux premiers incréments de robotique qui ont été décrits dans Scorpion. On est au balbutiement de ce qu'on veut, de ce qu'on imagine. Je reviens encore à quelque chose qui est très important. L'armée de terre n'a pas clairement exprimé son besoin en robotique parce qu'il faut défricher tout ça. Et on est en train de le faire. Donc on a acheté des petits robots, on a regardé, on a vu des choses positives, on a vu des choses négatives et on va continuer dans cette voie-là. Demain, on continue. L'idée, c'est de grossir petit à petit parce qu'on sent bien que l'évolution capacitaire, que les perspectives sont là pour arriver vers Titan. Titan que l'on imagine avec une composante robotique transverse, le dernier gros rond là tout en bas là, quand même assez conséquent. Voilà. La DGA nous suit là-dedans. Ils sont assez intéressés par cette approche-là. La DGA, historiquement, réfléchit depuis longtemps sur la robotique et elle est contente de voir que l'armée de terre, maintenant, vraiment est en train de travailler son besoin par rapport à ça. Alors, tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est pas encore fait. Il y a quand même un vrai défi, c'est celui de la réalité du terrain. Alors, il n'y a pas de son là dans ce que je vais vous montrer. C'est une succession. Alors je suis désolé, l'écran est sans doute un peu petit. Je vais le commenter en même temps avec vous. C'est une succession de scénettes là, opérationnelles et dans laquelle je vais faire apparaître les défis robotiques si on imaginait des robots dans ces situations-là. Donc vous avez des unités qui se déplacent. Bon là c'est Mali, hein. Des grandes élongations. Bon, acheminement, comment on amène les robots, MCO, énergie de ces robots, IHM, comment est-ce qu'on contrôle ces robots en opération, connectivité, de quoi j'ai besoin, chaîne feu sécurisée, changement de milieu, vous voyez que le convoi là arrive dans une ville, de posture, il faudrait que le robot comprenne ça aussi. Vous avez des troupes qui débarquent, changement de mode d'action, le robot avant suivait un convoi, là il va venir avec les troupes. Prise en compte d'un environnement beaucoup plus complexe, avec de la population civile, des véhicules. Et puis alors le dernier, et non le moindre, c'est la mobilité dans ce milieu-là. C'est-à-dire que là, on a typiquement des fantassins qui se déplacent à pied, qui sont dans un environnement particulièrement déstructuré. Et comment est-ce qu'on imagine que demain, un robot accompagne les combattants dans ce genre de milieu? Alors, c'est un florilège. Ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais c'est un florilège de scénettes qui aujourd'hui compose la réalité du terrain et s'impose à nous quand on réfléchit à la logistique. Je prends le premier cas, l'acheminement en zone de déploiement opérationnel. Si les robots font 15 tonnes et que je suis obligé, ou allez, j'exagère, pas 15 tonnes, mais 2 tonnes, et je suis obligé d'accrocher une remorque derrière chaque griffon pour les déployer sur le terrain, c'est compliqué et c'est peut-être pas forcément le plus opérationnel. Si le robot se déplace tout seul, c'est bien, mais il consomme du potentiel. Il va consommer, peut-être qu'en logistique, le poids logistique de l'unité va être décuplé. Donc tout ça, ce sont des notions qui encore une fois, analyse de la valeur, analyse fonctionnelle par rapport aux différents robots. Alors, donc on pourrait se dire, très compliqué, on n'est pas prêt d'y arriver. C'est pas vrai. Je pense que les technologies ont suffisamment avancé, vont continuer à avancer. Maintenant, il faut faire 3 choses. Il faut évacuer le fantasme, il faut identifier le souhaitable, et puis il faut travailler l'accessible. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer là. Alors d'abord, on a beaucoup parlé de l'autonomie. Le niveau d'autonomie. C'est la question. Ouais, en fait, dans tous les problèmes capacitaires, c'est souvent une histoire de curseur. C'est comme toutes les questions, rien n'est jamais blanc ou noir. Où est-ce qu'on positionne le curseur? Si je raisonne des systèmes entièrement téléopérés, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je prends un exemple. Les Russes ont déployé un bataillon d'Uran 9 en Syrie, véhicule massif, téléopéré, et ils ont réalisé une véritable mise en situation opérationnelle. Donc, ça se tente.
ou alors j'ai un système totalement autonome. Alors, si je suis complètement téléopéré, ce qui est bien, c'est que techniquement aujourd'hui on y arrive. Alors, téléopération à grande vitesse, un peu compliqué, mais ça va arriver. Mais globalement, je peux l'envisager, j'y arrive. Par contre, ça veut dire que j'ai un bonhomme, 2 bonhommes ou 3 bonhommes qui font que ça. C'est-à-dire que la charge cognitive que je consens à cette action, il faut que l'effet qui soit derrière soit particulièrement important parce que j'ai 3 bonhommes ou 2 qui vont ne faire que ça. Imaginez les combattants qu'on a vus tout à l'heure en train de marcher, s'ils sont obligés d'avoir une tablette pour piloter le truc, ça ne le fait pas. Voilà, ça ne le fait pas. Dans une situation opérationnelle, on ne peut pas envisager ça. À l'autre bout, s'il est totalement autonome, alors aujourd'hui c'est très compliqué, vous l'avez vu, alors on parle beaucoup de, encore une fois, Tesla, les voitures, elles ont un pilotage automatique, mais elles roulent sur des routes qui sont des milieux hyper structurés. Demain, là aujourd'hui, techniquement, d'évoluer dans l'espèce de taillis là qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'Afghanistan, avec des murets, des taillis, obtenir des vues, c'est extrêmement compliqué. Par contre, évidemment, au plus je donne de l'autonomie à mon robot, eh ben, le soldat, lui, il est dégagé. C'est-à-dire que ce que je vous décris là, c'est la situation un peu rêvée où le combattant, il est capable d'utiliser son arme, il active un drone qu'il envoie travailler tout seul. Hein. Le drone va travailler tout seul et le combattant continue à lui faire sa mission avec son arme. Voilà, on évite le côté un peu effet tunnel. Donc cette valeur opérationnelle du robot, elle est liée à cette synergie qui va exister là. L'endroit où on va marquer le curseur. Alors au début, le curseur, hein, au début dans Vulcain, les premiers, ben, le curseur va être bien à gauche. Mais c'est pas grave, parce qu'on pense qu'avec le temps, petit à petit, avec les évolutions, ce curseur, on va essayer, on va réussir à le ramener un peu plus à droite dans ce qu'on va imaginer. Ce qui se cache derrière cette diapo, c'est que vous voyez en bas, ne pas se laisser arrêter par ça. Il existe, on en est persuadé, il existe des systèmes à haute valeur ajoutée au niveau des effets qui sont atteignables avec une autonomie qui est aujourd'hui réduite. Donc il faut les identifier. Deuxième problématique, le niveau d'intégration. C'est un peu le titre de la conférence. Au début, c'était construire et intégrer. Le robot, il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il parle dans les systèmes d'information. Il faut qu'il nous fasse remonter les données opérationnelles. Bon. Alors, au début, on disait, oui, mais alors, dès qu'on va brouiller, le robot va être perdu. Oui, non, il y a des robots qui s'en sortent pas trop mal, même en étant brouillés. Moi, j'ai tendance à dire, et s'il est brouillé, j'oublie bien sûr les fonctions critiques, il ne fera pas feu tout seul, tout ça, mais et alors ? Il y a des robots qui peuvent très bien travailler dans le brouillage, en ambiance électromagnétique contestée. Donc, l'idée, c'est de se dire, de quoi ai-je vraiment besoin ? Aujourd'hui, un soldat, on l'apprend tout petit quand on est à l'armée. Le soldat de tête, quand il voit quelque chose, il rend compte, c'est-à-dire qu'il lève la main ou il nous fait un signe et il nous dit nature, volume, attitude. J'ai vu ça, je pense qu'ils sont à peu près tant, ils sont dans cette direction et ils ont l'air méchants. Voilà, c'est ce qu'on apprend tout petit. Est-ce qu'aujourd'hui, un robot n'est pas capable de faire ça ? Moi, je pense que si. C'est-à-dire que ce genre d'information minimale, on peut commencer par ça. On n'a pas besoin d'avoir tout de suite le nombre de balles qu'a l'ennemi dans son chargeur, des choses comme ça. Ce qui se cache en fait derrière ça, évidemment, c'est ne pas se laisser arrêter par des problèmes de connectivité. Les informations qu'un robot peut donner peuvent être très simples et peuvent servir les combattants. Donc cette connectivité qui est choisie, c'est un élément particulièrement important. La seule chose, je l'ai dit, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir travailler les fonctions critiques, là par contre il y aura supervision humaine. Donc là effectivement il faudra avoir une liaison. On ne pourra pas dire si effectivement le robot il est en zone brouillée, il ne pourra pas faire feu de lui-même. Donc là il faut trouver un moyen de lui donner l'ordre de tirer. Donc tout ça, ça arrive à cette diapo, ce triptyque en gris. C'est ce qui est techniquement possible. Voilà, on peut robotiser tout, hein. On peut tout robotiser, il n'y a pas de problème. En vert, c'est nous ce qui nous intéresse. Et puis vous voyez en fait la barre, le curseur, et bien ensuite c'est ce qu'on peut se payer. Et vous revoyez un peu cette fameuse analyse de la valeur. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'on ne veut pas tout robotiser. Et on veut très bien, on veut identifier de manière précise ce que l'on veut robotiser. Et là, on est dans un triptyque. C'est celui des armées, nous, porteurs du besoin opérationnel, de la DGA, et puis des industriels. Et ça, c'est aussi une approche du projet Vulcain, c'est-à-dire que ce triptyque, il est mis en avant
pour fédérer cette communauté robotique et travailler ensemble dans ce domaine-là. Et notamment sur l'analyse de la valeur, parce qu'on a besoin là des industriels en boucle courte pour travailler ce triptyque. En fait, depuis le début, je vous donne les outils que l'on utilise, les prismes de lecture, pour voir comment on va construire cette capacité robotique. Alors, le dernier point, et ça c'est le plus important, c'est la confiance. Alors tout à l'heure, je vous parlais des fantasmes. Je vais vous en montrer un de fantasme là. 1987, le premier Robocop. On a grandi avec ça. C'est-à-dire que là, voilà, présentation d'un robot qui est là pour la sécurité. L'homme pointe son arme et puis le robot lui demande de la lâcher. Le robot, il est en mode fonction critique. Voilà, l'homme lâche son arme et le robot lui demande de lâcher son arme. Bon, voilà le fantasme. Et la peur qui est aujourd'hui celle du Salah. Vous avez devant vous, là, vous voyez un Salah. Mais ce qui se cache derrière, c'est la confiance. C'est-à-dire que là, j'ai pris le cas extrême du robot tueur qui a été montré, le Salah. Demain, n'importe quelle fonction, j'ai besoin, moi, soldat, quand je vais emmener le robot sur le terrain, d'avoir confiance dans l'exécution que va faire le robot de sa mission. Et ça, c'est un premier pas qui est non négociable. Ça, on a beaucoup échangé avec l'industriel là-dessus. Le but n'est pas de faire un robot, une démonstration technologique. Le but, c'est d'avoir un objet, un équipement militaire qui réalise sa fonction opérationnelle de manière parfaite. Voilà, sans jamais une erreur, sans jamais. Alors, je ne dis pas qu'il doit reconnaître exactement il peut y avoir, par exemple, dans de la DRI, détection reconnaissance, il peut y avoir de l'erreur. Mais le robot dit, j'ai détecté ça avec 83% ou 92% de certitude. Voilà. Mais par contre, il détecte et il rend compte de manière certaine. Tout ça, et vous voyez là, on a besoin, nous, de robots d'une mobilité qui font, enfin, pour les plateformes terrestres, de mobilité semi-autonome dans laquelle on a totalement confiance. Je ne demande pas, moi, la mobilité autonome, on n'y est pas. On n'y sera pas avant longtemps. Mais la mobilité qu'on va identifier, par exemple, j'accompagne un groupe de combat, il faut que ça soit béton. C'est-à-dire que le groupe débarque, le robot passe en mode j'accompagne et il accompagne. Si le robot commence à tomber en panne, n'accroche pas le bon leader, en fait, la confiance ne sera pas là. Performance et régularité dans l'exécution de la tâche. Si je demande à mon drone de surveiller, il faut qu'il me détecte 99% des choses. Voilà. C'est atteignable aujourd'hui tout ça. Il faut que ça soit combat compatible. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce robot, s'il nécessite d'être un ingénieur Bac+5 pour l'utiliser avec sa tablette, ça ne le fera pas. Il faut que, aujourd'hui, dans une mission, quand on se réarticule, on donne des ordres comme ça, à la voix des fois. Le combattant débarqué, il dit « toi tu vas là-bas ». Eh bien, il faut que le robot il puisse comprendre la même chose. Le drone, on lui dit « va surveiller plutôt là-bas maintenant », parce qu'on a un doute. Donc en fait, tout ça, il faut que ça soit intégré en synergie homme-machine. Avant-dernier point, l'entraînement. Il faut absolument qu'on s'entraîne avec ces robots. La confiance ne viendra que si on a mis le robot un peu dans toutes les positions possibles, comme on fait avec nos combattants. Combattants, ils s'entraînent de jour, de nuit, la pluie, le beau temps, en haut, en bas, il fait froid, il fait chaud. Bon, le robot, ça sera pareil. Et ensuite, bien sûr, sécurité de fonctionnement, cyber, dans ça. Alors, je parle bien de tout ça sur des robots relativement simples, à partir du moment où on aura identifié les effets qu'ils doivent délivrer. Et tout ça, ça constitue ce qu'on appelle, et ça c'est une réflexion partagée avec le J4 et le DGA, l'atteinte d'un premier socle de crédibilité. Quand on aura atteint ce premier socle de crédibilité, on aura gagné cette confiance. Et la confiance, ça facilitera d'autant plus l'intégration de la robotique. Maintenant, assez rapidement, le but, vous ne le verrez pas bien à l'écran, mais c'est de vous présenter un peu la démarche. Donc en fait, on a une grande feuille de route, c'est celle qui est à gauche. 2 jalons particuliers. En 2025, on espère avoir des unités pilotes, c'est-à-dire qu'on va identifier dans chaque fonction opérationnelle des unités auxquelles on va donner des systèmes automatisés pour les tester avec ces unités. On va les choisir variés.
C'est-à-dire le fameux drone tout à l'heure qui surveille, on va le donner au génie, on va le donner à la logistique, on va le donner à l'infanterie, et puis ils vont tous l'utiliser. L'idée, c'est aussi, à partir de 2030, d'arriver sur des unités opérationnelles. Donc là, on aura bien creusé le besoin, on aura bien développé notre besoin en plusieurs incréments, parce que, comme tous les nouveaux programmes, la robotique et la vitesse d'évolution des technologies fait que la méthode incrémentale nous semble la plus adaptée. Donc voilà les deux jalons, 2025-2030. Chaque année, vous voyez, c'est la diapo du bas. En fait, chaque année, on décline ça, on coupe la tranche là, et on identifie des actions. Donc là, on travaille beaucoup avec le Battle Lab Terre. On travaille avec la section exploratoire robotique, parce qu'en même temps que le projet Vulcain a été lancé, une section a été créée au Sanzub de personnes qui ne font que ça, c'est-à-dire que de l'exploration robotique. Alors ce sont des opérationnels, ce n'est pas des gens de la stat, ce n'est pas des spécialistes, c'est des soldats. Alors maintenant ils commencent à avoir un petit vernis robotique parce qu'ils ont vu passer plusieurs équipements, mais ils ont leur vision, ils n'ont pas de formation, ils ont une vision d'opérationnel là-dessus. Et donc année après année, on décline pour défricher le besoin. Le but, c'est aussi de trouver les fausses bonnes idées. Des fois, on se dit, d'avoir un robot qui fait ça, c'est une super bonne idée. Et puis, en fait, quand on l'utilise, on se rend compte que cette bonne idée au départ génère plus de contraintes, plus de problèmes que ce qu'on avait imaginé. C'est pas grave, on s'est trompé. Ça aussi, c'est important. On s'est trompé. On en tire les leçons et puis on continue. Voilà, donc les grandes actions qui ont eu lieu dans cette feuille de route. Et là, vous voyez ce qui a été fait en 2021 depuis le début du lancement. Donc la vignette numéro 1 en bas à gauche, là, vous reconnaissez le général Burkhardt. C'est lui qui avait inauguré la journée robotique le 10 juin l'année dernière. L'icône numéro 2, donc là vous voyez le CDEC qui travaille de manière doctrinale sur une approche autour de la réflexion doctrinale autour des systèmes automatisés. La vignette numéro 3, vous voyez une plateforme terrestre qui a été envoyée à Gao. On a pris des plateformes, on en a pris 4, des plateformes terrestres avec des petits modules d'autonomie très légers. L'idée c'était de se dire, nous, comment est-ce qu'on projette un robot? Alors c'était une petite capacité, c'était 4 plateformes. Mais quelles sont les contraintes? Comment on projette un robot? Donc ces 4 mules terrestres sont partis à Gao en situation opérationnelle. Alors je vais vous le dire parce qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Ces robots sont restés à la base. Pourquoi? Parce que les soldats n'étaient pas entraînés directement avec ces robots. Donc la confiance n'était pas suffisante pour le chef tactique pour les emmener avec eux sur le terrain. Voilà, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Demain, si on veut qu'un chef tactique, en fait, c'est comme vous dans une de vos équipes, si du jour au lendemain, la veille du moment le plus important pour votre entreprise, on injecte quelqu'un dans votre équipe que vous ne connaissez pas. Vous dites, attendez, moi je ne sais pas qui est ce bonhomme, quoi. C'est pareil pour un chef tactique. Et le robot, en fait, on le réfléchit comme ça. C'est-à-dire que demain, il doit être parfaitement intégré. Donc, on a fait nos tests, on a vu toute la séquence de préparation à la projection jusqu'à l'arrivée sur le théâtre, utilisation en mode logistique sur Gao, et voilà. 4. La vignette numéro 4, c'est le COMA, c'est la coopération homme-machine. Ça, c'est un challenge qu'a organisé le BLT. Vous avez 10 équipes composées d'industriels, des écoles d'ingénieurs. On a vu des choses très intéressantes, notamment avec des jeunes d'écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup plus think out of the box que nous et qui apportent des solutions très 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 intéressantes. L'idée c'était quoi? On leur a présenté un petit scénario tactique et chaque équipe avec ses moyens devait résoudre la problématique tactique qui était présentée. Donc très très riche d'enseignements. La diapo 5, c'est les travaux qu'on continue au sein du B-Plan sur l'identification du besoin. La diapo 6, c'est la feuille de route robotique. Alors là, vous voyez, c'est la feuille de route robotique DGA, parce qu'on est là, on avance vraiment main dans la main avec eux là-dessus, sur une synchronisation entre l'approche DGA et l'approche armée de terre. La diapo numéro 7, vous voyez les appels à projets AID, sur lesquels on échange régulièrement. Là, en l'occurrence, c'est l'appel à projet sur les munitions téléopérées, qui constitueront un des premiers systèmes automatisés d'agression, dans cette approche. Donc vous voyez un peu là, au travers du projet Vulcain, la diversité des actions qui sont coordonnées. Alors, chacun porte son action. Le BLT, c'est lui qui a fait COMA de A à Z. Les munitions téléopérées, c'est bien l'AID qui va les faire. Mais il y a une véritable synergie des échanges sur dire, OK, ça nous intéresse, ça, on est OK. Nous, on voit ça comme ça pour avancer dans ce domaine. Bon, j'en arrive à ma conclusion. Vulcain, en fait, ça a donné un cap. Ça a donné une direction et un point à atteindre assez ambitieux. On est conscient qu'il va y avoir des petits pas.
Et c'est pour ça que Vulcain, en fait, c'est la méthode des petits pas en robotique. C'est assumé. Ça bouscule un peu l'approche capacitaire classique parce que l'approche capacitaire, on fait un besoin, une expression de besoin qui doit durer 20, sur un équipement qui doit durer 20, 30, 40 ans. La robotique, les nouvelles technologies, c'est impossible. Donc, méthode des petits pas. Et chaque avancée qu'on va faire, ces avancées doivent être crédibles. Et je reviens sur la partie confiance. Et on raisonne toujours ça sur cette fameuse analyse de la valeur, analyse fonctionnelle, analyse de la valeur. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ça? On est bien conscient des limitations actuelles. Il ne s'agit pas de s'arrêter parce qu'on peut nous brouiller. Il ne s'agit pas de s'arrêter parce qu'on veut absolument avoir un objet high-tech. Non, non, non. Méthode des petits pas. On contourne les limitations actuelles pour disposer d'objets qui font ce qu'on leur demande de manière très régulière, très endurante et qui contribuent pleinement à réaliser nos effets sur le terrain. Et ces objets aujourd'hui, alors, nous, on n'a pas encore exprimé notre besoin et c'est bien ça qu'on va essayer de faire dans l'année qui vient, dans les mois à venir, pour identifier tous ces petits objets qui vont grandir. Hein. On plante des petites graines, on y est, on le voit, et pour développer cette capacité robotique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais, dans votre présentation, vous avez beaucoup parlé de drones, que ce soit de drones terrestres ou de drones aériens. Qu'en est-il aujourd'hui des projets pour augmenter le combattant, un peu dans l'idée du système félin, qui a eu les retours qu'on connaît? Où en est ce genre de programme aujourd'hui? Est-ce que c'est inclus dans les projets de la robotique de la DGA? Alors là, on sort un peu de mon périmètre, ce qui veut dire que ça n'est pas dans le projet de la robotique. Hein. Là, effectivement, depuis le début, je parle beaucoup de robotique objet. J'ai pas vraiment d'éléments à vous donner là sur la partie du soldat augmenté. C'est vraiment une autre approche. Je sais que dans la partie, ce qui est sûr, c'est que l'armée de, enfin, je sais pas si c'est les armées ou en tout cas l'armée de terre, tout ce qui est augmentation, notamment intrusive, n'est pas du tout est écarté. Hein, les augmentations soldats par intrusion, ajout, voilà. Ensuite, je veux pas dire de bêtises et c'est pas dans mon périmètre, donc voilà, je peux pas vous répondre là-dessus. La robotique aujourd'hui, comment on la conçoit? Il y a des réflexions sur le soldat augmenté, c'est vrai. Mais la robotique, là, on la conçoit vraiment comme une partie équipement, semi-autonome. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Pendant votre présentation, je ne sais pas, vous m'écoutez bien? On n'entend pas très bien, non. C'est mieux maintenant? Ah, ok. Tout d'abord, mes remerciements pour votre présentation. Pendant la présentation, vous avez parlé aussi un peu des défis et de la confiance. Récemment, il est sorti une étude qui a eu comme but de comparer une situation de conflit. D'un côté, on a fait usage de l'emploi de robotique et d'autre part, on a fait la même simulation sans robotique. Un des résultats était que les pertes étaient plus élevées en utilisant la robotique. Pourquoi? Parce que la concentration était trop concentrée sur l'emploi du robotique. Est-ce que vous avez des expériences similaires et comment est-ce que ça pourrait être pris en compte dans l'évolution de la robotique dans l'avenir? Merci. Alors, on n'a pas encore mené d'expérience de ce type-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mesuré comment dire, on n'a pas encore mesuré, comparé, on va dire, une action menée par des unités habitées, totalement habitées, et puis des unités mixtes. Aujourd'hui, on a réalisé, c'était en janvier, on a réalisé un premier exercice de simulation. Mais on travaillait beaucoup avec des unités hybrides, c'est-à-dire et habitées et robotisées, notamment avec on a travaillé beaucoup avec les munitions téléopérées, des systèmes de défense statique, robotisés, simulés, parce que aujourd'hui on n'a pas encore c'est l'objet de la seconde conférence à 15h là, on n'a pas encore ces objets réels physiquement là, donc pour affiner ce besoin, la simulation est une bonne approche. Et nous, de ce qu'on a vu, c'est que
sur des objets très choisis où on identifie un fort intérêt opérationnel, comme les munitions téléopérées, on a de très bons résultats en simulation. Maintenant, on n'a pas encore joué la même action par des unités habitées ou mixtes et uniquement robotisées ou à forte densité robotisée. Donc on n'a pas encore d'éléments de comparaison. Mais ce qui est sûr, c'est que cette approche, en fait, elle rejoint parfaitement l'analyse valeur, analyse fonctionnelle, en se disant, bah tiens, demain, si je mets que des robots, c'est mieux, c'est moins bien. Voilà. C'est typiquement ce genre de questions qui se posent, oui. Oui, merci pour votre exposé. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous travaillez est-ce qu'il y a un processus qui fait qu'on est arrivé avec l'intelligence artificielle à rendre les robots capables de prendre des décisions opérationnelles? Alors, nous avons dans la finance, nous avons BlackRock qui a un logiciel qui s'appelle Aladdin, qui est extraordinaire sur les décisions qui permettent de faire face à de multiples situations. Alors, toute la partie intelligence artificielle fait l'objet de développement et d'une étude vraiment spécifique. C'est pas inclus là-dedans, hein. C'est-à-dire que moi, bien sûr, je me nourris de ce qui est fait dans l'intelligence artificielle, mais vous touchez du doigt quelque chose qui est particulièrement important. Vous avez parlé de décision. Voilà. Aujourd'hui, j'en reviens. Alors, on n'a pas encore d'IA à proprement parler dans les équipements. Voilà. On n'a pas d'IA dans les équipements. Mais la question va se poser. Est-ce qu'il en faut? Sans doute. Jusqu'où? C'est ce fameux curseur. Vous savez, je vous ai montré une barre avec le curseur. Jusqu'où on va pousser le rôle de l'IA? L'IA va pouvoir prendre des décisions. Des décisions opérationnelles, ça dépend lesquelles. Voilà. Là, on arrive sur cette fameuse notion de fonction critique. L'IA peut dire... on pourra laisser l'IA décider d'un secteur de surveillance plus adapté par rapport à une petite analyse de sa situation à son niveau, par exemple. Mais demain, par exemple, tout ce qui va être fonction critique comme fonction feu, l'IA n'aura pas à décider là-dessus. En tout cas, nous, c'est la ligne rouge qu'on s'est tracée là-dessus. Donc, il y a une vraie réflexion qu'on doit mener sur quelles sont les décisions que l'on peut déléguer à l'IA et quelle est la limite à laquelle ça va s'arrêter. Il y en aura forcément une. Ma réponse ne vous a pas totalement satisfait. Pourquoi? Je vois que dans plusieurs domaines, l'intelligence artificielle supplante beaucoup de métiers et où les gens doivent prendre des décisions, que ce soit au niveau des analyses de risques, que ce soit dans des domaines comme la médecine et d'autres. Il y avait au Sénat, il y a eu il y a 4 ans, justement, un colloque sur la 4e révolution industrielle et où on a évoqué les conséquences que vont amener le développement de l'intelligence artificielle dans le cadre de la 4e révolution industrielle. Et c'est effrayant. Alors, sans doute. Je vais prendre un exemple. Les systèmes de lutte anti-drone, vous avez des systèmes qui vont faire feu tout seuls sur des drones. Là, évidemment, en termes de rapidité de décision, de tir, tout ça, vous avez des systèmes qui vont faire feu sur des drones. Quand on parle de létalité humaine, là, on rebascule dans la partie éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éthiquement, on n'accepte pas, la France, on n'accepte pas qu'un système prenne la décision de faire feu sur un humain, de manière autonome. Alors ensuite, c'est la position éthique française là-dessus. Il y a d'autres pays qui sont passés au-dessus, qui disent bah si, nous on accepte d'avoir des salas. Le robot, il voit, il tire, voilà. Nous aujourd'hui, la position française, c'est non. On trouve un système de supervision qui conditionne le feu létal humain à la décision humaine. Alors ensuite, voilà, on peut en discuter, hein. Ça peut faire l'objet de, un obus d'artillerie, une fois qu'il est parti, pendant 2 minutes, de toute façon on ne le rappelle plus. Hein. C'est aussi, on pourra aussi appeler ça un système autonome létal, hein, d'une certaine manière. Une mine, c'est une mine anti-char. C'est un des premiers systèmes qui peut être létaux, autonome. Mais la position, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'on ne voudra pas, nous, développer ce genre de système. C'est plus une question éthique que de performance.
vous mettez en avant la performance, c'est vrai, hein, mais la limite, elle est éthique aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.